Larry, qui est le plus ferme en matière de politique concernant l'Ukraine, Stormer ou Donald Trump? Eh bien, que veux-tu dire par plus fort? Parce que lorsque vous voyez l'attaque contre la Russie, l'attaque contre le président russe, la résidence de Poutine, vous savez, les médias traditionnels ont dit que non, ce n'était pas une attaque contre le président russe, que c'était autre chose. Ils ont essayé de le justifier, mais des sources russes ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une attaque contre le président russe. Point final. Oui, eh bien, si on le mesure en termes d'attitude du pays, pas seulement Starmer et Trump, il est clair que les Britanniques sont plus obsédés par la gestion de la Russie, par l'idée de la contenir ou de détruire Poutine. C'est une véritable obsession chez les Britanniques. C'est le cas, bon sang, depuis plus de 80 ans. Que dire, 4 ou 500? How about 400 or 500? Ouais. Eh bien, au moins en remontant à la guerre de Crimée. D'accord. Donc, vous savez, 170 ans. Le problème des Britanniques, c'est leur capacité limitée. Ils peuvent être malveillants, ils peuvent, vous savez, tuer quelques personnes, mais ils n'ont pas le pouvoir de réellement faire pencher la guerre dans une direction qui offrirait une issue à l'Ukraine. Vous savez, j'ai dit récemment à des gens, on m'a posé la question hier, et j'ai répondu, écoutez, c'est simplement un problème de mathématiques. Et le problème mathématique est le suivant. L'Ukraine, m'a dit l'ancien Premier ministre avec qui j'ai parlé il y a 5 semaines, a maintenant une population réduite à 19 millions. La Russie en compte 150 millions. Supposons simplement que les deux camps subissent un nombre égal de pertes, ce qui n'est pas le cas. L'Ukraine en subit une part disproportionnée. Et en ce moment, il a été rapporté hier que l'échange de corps des soldats russes morts contre des soldats ukrainiens morts se fait selon un ratio de 60 pour 1. La Russie est assise sur un tas de corps ukrainiens que les Ukrainiens ne veulent pas récupérer. Mais si l'on suppose que les deux camps subissent les mêmes pertes, disons 1 million d'hommes par an, eh bien, faites le calcul. Combien de temps l'Ukraine peut-elle continuer à se battre? Elle aurait de la chance de tenir 8 ans, car ces 19 millions incluent les femmes, les enfants et les personnes âgées. La Russie, elle, compte 150 millions d'habitants. Rien qu'en vertu de cela, il n'y a aucune chance que l'Ukraine l'emporte un jour. Et pourtant, les Britanniques, les Allemands, les Français et les États-Unis continuent de faciliter leur suicide en leur fournissant des armes, de l'argent, du renseignement. Et dans quel but? Parce que l'Occident s'est convaincu qu'il ne dispose pas de bonnes sources de renseignement en Russie. Il s'est fié à ce que lui ont dit les Ukrainiens et il s'est persuadé que l'économie russe est fragile, fortement dépendante du pétrole. Il suffirait donc de détruire leur secteur pétrolier. Il s'effondrerait et nous pourrions prendre le contrôle du pays. Ils y croient vraiment, et c'est bien cela qui est absurde. Ce n'est pas seulement une question concernant le Royaume-Uni, colonel. Ici en Allemagne, regardez ça. On a demandé à des adolescents, laissez-moi vous lire cela. On leur a demandé s'ils étaient prêts pour une guerre contre la Russie. Et quand on fait ce genre d'enquête en Allemagne, et que vous voyez la manière dont le gouvernement se comporte, est-ce qu'ils préparent leur population à combattre la Russie? Veulent-ils vraiment poursuivre ce conflit? Et quel est l'intérêt pour l'Allemagne? Vous avez mentionné l'attitude du Royaume-Uni, que nous savons être une attitude impériale. On peut suivre cette logique. Mais qu'est-ce que l'Allemagne y gagne? Les sondages que je vois indiquent que la majorité des Allemands ne sont pas favorables aux politiques que Merz défend concernant l'Ukraine ou la Russie. C'est ce que montrent les sondages.
Je ne connais pas le chiffre exact, mais il se situe quelque part entre 55 et 60% de personnes qui ne sont pas d'accord avec cela. Les raisons invoquées sont diverses, mais elles mènent toutes à la même conclusion. L'Allemagne ne veut pas de guerre avec la Russie, du moins pas la majorité de sa population. Je pense qu'on trouverait la même chose en France et aussi dans la partie du Royaume-Uni que nous appelons l'Angleterre. Mais ce n'est pas ce que ressentent leurs dirigeants car ils sont liés à ces politiques. Ils sont complètement liés à ces politiques, corps et âme. Et c'est la seule chose qu'ils peuvent promouvoir. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de conditionner leur population, si l'on veut utiliser ce terme, je pense qu'il est juste, afin d'en rallier suffisamment à leur cause pour mettre en œuvre leur politique. Je ne pense pas que cela va fonctionner. D'après ce que je vois dans les sondages, on va voir ces dirigeants partir à un moment donné au cours de cette nouvelle année, parce que le système électoral va fonctionner. Aussi maladroite que soit la situation dans les trois pays en ce moment, le système va fonctionner et les chasser du pouvoir. La question devient alors, quelle sera la politique du prochain dirigeant? Et c'est difficile à déterminer pour le moment, car la situation est différente dans chacun de ces grands pays. En réalité, elle l'est aussi dans d'autres, comme la Norvège et la Finlande. Nous avons vu les Pays-Bas s'exprimer, je pense, du moins dans une certaine mesure. Mais il n'y a pas, parmi les Européens, un sentiment constant selon lequel, premièrement, ils veulent renoncer à leurs programmes sociaux généreux. Deuxièmement, ils veulent les sacrifier au profit des dépenses de défense. Et troisièmement, ils veulent utiliser ces dépenses de défense pour déclencher une guerre. Ces dirigeants ne représentent donc pas leur peuple. So these leaders are not representing their people. Larry, tu as mentionné que la réaction russe à ce que les Ukrainiens ont fait, l'attaque contre le président russe, serait sévère. Mais après tout, ne penses-tu pas que le président russe, d'un côté, réfléchit à la manière dont Donald Trump essaye de résoudre le problème en Ukraine? Comment vois-tu les deux situations? Parce que d'un côté, il faut répondre à ce qui s'est passé, mais de l'autre, il ne faut pas aller jusqu'à une escalade qui saboterait les négociations en cours entre l'Occident et les Russes. Eh bien, je rejette votre affirmation selon laquelle essaie de résoudre la situation entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait déjà pu faire pour montrer un véritable effort en faveur d'un règlement du conflit, comme rétablir des relations diplomatiques complètes et normales avec la Russie, ce qui impliquerait d'envoyer à Moscou un ambassadeur de haut niveau, une personne reconnue pour avoir la pleine confiance et l'estime à la fois de la Russie et de Donald Trump. Il pourrait aussi rendre les biens que les États-Unis ont saisis dans les derniers jours de la présidence de Barack Obama aux missions diplomatiques russes aux États-Unis, rétablir les vols directs entre les États-Unis et la Russie et lever les sanctions. Il suffirait de dire « Non, nous n'allons pas continuer dans cette voie. Nous allons arrêter. » Trump ne fait rien de tout cela. La seule chose qu'ils ont faite, c'est lever certaines des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control qui avaient été imposées à RT, Russia Today. Celles-ci ont été discrètement supprimées. Je l'ai découvert quand l'émission de John Kiriakou, Whistleblower, est revenue en ligne et j'ai été son premier invité, je crois. Je lui ai demandé « Comment fais-tu ça ?» Et il m'a répondu « Tu sais, ils ont levé les restrictions. » Donc maintenant, il peut le faire et être payé, alors que sous Biden, ils avaient tout arrêté il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Il y a donc eu un peu de mouvement sur ce front. Mais au-delà de ça, Trump continue d'envisager des plans de paix, soit élaborés par Keith Kellogg, tu sais, le gars de Captain Crunch, les cornflakes, soit par Zelensky ou les Européens. Aucun de ces plans, qu'il s'agisse du plan de paix en 28 points, en 19 points ou en 20 points,
n'est du tout acceptable pour la Russie. None of those are acceptable to Russia at all. They are dead on arrival proposals. Ce sont des propositions vouées à l'échec, et les conditions de la Russie ont été rendues très, très claires. Lors de ses dernières déclarations, quand Zelensky était à Mar-a-Lago, Trump a confirmé la position russe. Oui, il ne s'agira pas d'un cessez-le-feu. Mais au-delà de cela, nous n'avons vu aucune mesure concrète ni aucune initiative de la part de l'Occident pour faire face aux exigences russes. À ce stade, l'option de la Russie est de remporter la victoire sur le champ de bataille. Et c'est ce que je soutiens depuis le début. Il n'y aura pas de règlement négocié. Il faudra la défaite effective des banderistes, du bataillon Azov et du secteur droit. Colonel, voici ce que Zelensky a dit dans son message du Nouvel An à peut-être 2 Ukrainiens. Que veut l'Ukraine? La paix? Oui. À n'importe quel prix? Non. Nous voulons la fin de la guerre, pas la fin de l'Ukraine. Nous voulons Blitzbrintigar, ministre für Ukraine. Sommes-nous fatigués? Énormément. Cela signifie-t-il que nous sommes prêts à nous rendre? Ceux qui le croient se trompent profondément. Colonel, ne pensez-vous pas que poursuivre le conflit signifie la fin de l'Ukraine, plutôt que d'y mettre un terme? Oui, la fin de l'Ukraine et peut-être la fin de la paix en Europe. Pour revenir à ce que disait Larry, je repense à ce qu'il disait à ce moment-là. Je pense que le principal obstacle, et je me trompe peut-être sur son importance, mais je crois que c'est un frein au fait que Trump soit plus franc. Comme Larry le suggérait, ce sont des gens comme Josh Hawley, Tom Cotton, Lindsey Graham et aussi certains démocrates qui ne lui laisseraient aucune marge de manœuvre. Et son propre conseiller à la sécurité nationale, qui fait aussi office de secrétaire d'État, et qui jusqu'à présent a serré les dents et soutenu un peu la politique de Trump, se retournerait contre lui également, aidé par ces personnes au Sénat. Il ne le ferait pas lui-même au sein de l'administration, mais il serait soutenu par ceux du Sénat. Donc Trump n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire les choses que Larry a suggérées, même si elles relèvent du bon sens et qu'il devrait justement les faire pour mettre fin à cette fichue affaire, comme il l'avait promis il y a longtemps. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la liberté d'action nécessaire. Et il y a en ce moment des problèmes au sein du mouvement MAGA, tout depuis les conséquences de l'assassinat de Charlie Kirk sur la relation avec Israël, jusqu'aux gens qui remettent en question l'affaire Epstein de manière encore plus agressive maintenant, en ce qui concerne Trump et les membres du Parti républicain impliqués, indéniablement impliqués, tout comme des démocrates tels que Bill Clinton. Donc il a ce problème, je pense, psychologique, physique, peu importe comment on veut l'appeler. Il est dans une situation très délicate en ce moment. He's in a trick bag right now. Larry, attribues-tu quelque chose à l'administration Trump, compte tenu des 2 affaires, celle d'Epstein et celle de l'assassinat de Charlie Kirk? Jusqu'à présent, avec Kash Patel et son administration, nous n'avons vu aucun indice sur ce qui s'est passé dans l'affaire de l'assassinat de Charlie Kirk. Est-ce que cela va aider Donald Trump? Est-ce que cela va aider son mouvement? Ou peut-être le candidat qu'ils envisagent pour 2028? Le problème de Trump, c'est qu'il est soit pris en otage par Israël, soit qu'il s'est complètement soumis à Israël. Prenons le cas de Kash Patel, par exemple. Kash Patel est un vendu, un prostitué. Il s'est vendu à Israël, tout comme John Ratcliffe. Le problème que cela crée pour l'administration Trump aujourd'hui, notamment autour de Charlie Kirk et d'Epstein, c'est que dans les 2 cas, Israël est au premier plan. Des pressions sont exercées sur ceux qui soulignent l'implication d'Israël.
Je crois personnellement que des membres des services de renseignement israéliens ont été impliqués dans le meurtre de Charlie Kirk. Je pense que les preuves circonstancielles en ce sens sont accablantes et le mobile est assez clair. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'Israël est impliqué dans l'assassinat d'une figure politique américaine. Tout cela remonte à John F. Kennedy. Et encore une fois, les preuves à ce sujet. Les gens disent « Oh, tu n'es qu'un adepte des théories du complot. Il suffit de regarder les faits, bon sang. » Les liens entre ce que Kennedy faisait pour essayer d'empêcher Israël d'obtenir une arme nucléaire et les activités de Meyer Lansky, ainsi que d'autres sionistes influents impliqués dans l'industrie nucléaire en Pennsylvanie, puis les liens avec la CIA, James Jesus Angleton, qui a été honoré à sa mort par le gouvernement israélien. C'est le seul officier de la CIA, à ma connaissance, à avoir reçu ce type de reconnaissance et d'honneur. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'Israël continue d'agir en toute impunité, mais cela provoque un véritable contre-coup et une réaction. Et Candace Owens, Tucker Carlson et Megyn Kelly sont en ce moment un peu les figures de proue de ce mouvement. Cela montre à quel point ces sionistes sont devenus fous. Ils ont même attaqué Megyn Kelly en la traitant d'antisémite. Or, quiconque connaît un peu la carrière de Megyn sait qu'on pourrait plutôt l'accuser d'avoir longtemps servi les intérêts d'Israël. Elle a passé des années à flatter ce pays sans retenue. Mais aujourd'hui, même elle commence à réagir, à reconnaître l'extrémisme des attaques de gens comme Ben Shapiro et Mark Levin et à constater que les Américains en ont assez. Il y a un ancien sous-officier des forces spéciales à la retraite qui anime un podcast appelé Valhalla VFT. Et il a simplement déclaré « Nous en avons assez de cette politique du « Israël d'abord, Amérique ensuite ». Et ce n'est pas du tout un grand partisan de Trump. En fait, il est plutôt critique à son égard. Mais cela évolue, et Israël s'est créé un problème. Parce qu'en ce moment, et cela nous éloigne peut-être un peu du sujet, ou nous amène là où tu veux aller, ils ont lancé une nouvelle campagne de propagande destinée à préparer l'opinion publique à soutenir de nouvelles attaques contre l'Iran. Et tout cela tourne autour de « Oh, regardez toutes ces manifestations qui secouent l'Iran ». Et Trump intervient en disant « Oui, nous allons attaquer l'Iran s'il tire sur des manifestants ». C'est complètement fou. Mais cela n'est pas apparu de manière spontanée. Les gens disent « Oh oui, nous sommes vraiment indignés par ce que fait l'Iran ». Non, tout cela est entièrement fabriqué. Et cela n'a qu'un seul but, ramener les États-Unis à une implication militaire avec l'Iran. Et sur ce point, les Israéliens comme les Américains prennent une décision sacrément stupide. Et Nima, en même temps, ils ont relancé et refinancé, probablement avec Myriam derrière une grande partie de tout cela, leur campagne à l'intérieur des États-Unis pour s'assurer que leur programme de lutte contre l'antisémitisme soit actif dans chaque État de l'Union. Ils ont tout remis en marche, renforcé, tout depuis nos systèmes scolaires jusqu'à nos manuels d'histoire, tout y passe. Ce sont eux qui écrivent les chapitres, effaçant les Palestiniens et inscrivant l'État d'Israël à leur place. Ils sont désespérés à certains égards. Et plus on regarde cela, plus on voit à quel point ils le sont, parce qu'ils comprennent de manière viscérale qu'ils perdent la jeunesse américaine. Même leurs propres amis juifs, ils les perdent. Yeah.